allez nous parler de votre domaine scientifique et de votre parcours riche et votre expérience dans les métiers scientifiques en tant que femme. On se retrouvera tout à l'heure pour votre témoignage. Alors, aujourd'hui, on se retrouve déjà vous dire qu'est-ce que c'est que Proche Orientation, hein, puisque c'est nous qui vous avons proposé ce temps, ce rendez-vous. Alors, le Proche Orientation, c'est une mission de la région Hauts-de-France qui est là pour vous donner des informations sur les métiers et les formations pour faciliter votre orientation. Donc l'objectif, c'est de favoriser des rencontres entre des jeunes et des professionnels du monde de l'entreprise, afin de vous permettre de découvrir plus concrètement des métiers et des parcours. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous proche orientation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est vous permettre de rencontrer en ligne, en direct ou peut-être même en replay, un ou une professionnelle qui sont ambassadrices, ambassadeurs de leur métier, qui vous présente son travail, son quotidien, son parcours et qui répond en direct à vos questions grâce au chat. Alors, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Voici comment va se dérouler ce temps. On va être ensemble pour environ 45 minutes. Une première partie où je vais vous proposer un quiz sur les femmes scientifiques. Donc un quiz avec 10 questions. Donc postez-vous derrière votre écran pour que la classe de BTS puisse y répondre en direct. Donc ce quiz, c'est une façon un peu ludique d'en apprendre plus sur la carrière des femmes scientifiques qui ont su percer ce qu'on appelle le plafond de verre. Donc le plafond de verre, c'est en anglais le glass ceiling. Ça signifie en fait que dans une structure hiérarchique, les niveaux supérieurs ne sont pas forcément accessibles à certaines catégories de personnes qui sont essentiellement en raison d'un mépris de classe, de discrimination raciale ou de sexisme, comme dans le cas là des métiers féminins. Donc voilà, on va vivre ensemble ce quiz et puis ensuite on aura un temps d'échange avec notre ambassadrice Morgane Legendre qui va nous parler du coup de son parcours dans le domaine scientifique, un parcours riche et aussi son expérience en tant que femme dans ce domaine scientifique. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la journée du 8 mars, puisque ce rendez-vous de proche orientation est organisé dans le cadre de la journée du 8 mars. Donc, petit rappel, le 8 mars n'est non pas la journée de la femme, c'est bien la journée internationale des droits des femmes. Donc en fait, l'Organisation des Nations Unies a officialisé en fait cette journée en 1977. Cette journée couvre plusieurs événements à travers le monde, puis a pour objectif de célébrer les avancées des droits des femmes et aussi de dénoncer le manque parfois d'avancées de leurs droits. Et quelques exemples d'avancées sur le droit des femmes, celui de pouvoir faire ses études et avoir une carrière professionnelle. En France, les femmes peuvent travailler à partir de seulement 1965 sans l'autorisation de leur mari. C'est encore récent. Donc du coup, c'est l'occasion pour Proche Orientation de mettre en lumière les carrières scientifiques des femmes à travers le thème « Les sciences ont-elles un genre ?» Alors avant de commencer ce quiz, vous dire qu'est-ce qu'on met derrière le mot science? Comment définir les sciences? Eh bien, c'est un ensemble de connaissances qui sont fondées sur le calcul et l'observation. La science, ce n'est pas qu'une matière à l'école. D'ailleurs, ce n'est pas que les maths ou la SVT ou la physique. Non, en fait, la science, c'est tout autour de nous parce que c'est grâce à la science qu'on peut regarder la télé, se faire vacciner, prendre l'avion ou encore faire du vélo. Donc, la science sert à nous expliquer le monde qui nous entoure. Donc, vous voyez que c'est vraiment vaste. Comme c'est un domaine vaste, ça veut dire aussi un nombre très grand de métiers différents en lien avec les sciences. Alors, pourquoi nous avons choisi ce thème? Parce que les femmes sont sous-représentées dans les domaines scientifiques. Malgré, et là, attention, c'est incroyable, mais elles ont des meilleurs résultats scolaires en sciences que les garçons. Et cependant, elles osent moins poursuivre
leurs études dans les filières scientifiques ou se diriger vers ces filières. Alors voilà, aujourd'hui, nous souhaitons leur montrer qu'elles ont toute leur place dans les métiers scientifiques. Ah, j'ai un petit bug avec le PowerPoint, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Voilà. Nous allons passer au quiz. Je vous propose de répondre à 10 questions. 10 questions, donc les sources viennent du Cariforef et puis de Culture Sciences Physiques, la rubrique qui livrait. Donc, voilà. Première question. Qui fut la première femme à entrer à l'Académie des sciences? Donc Marie Curie, née en 67, Yvonne Choquet, née en 23, ou Claire Aigneret, née en 1957. Je vous invite à répondre à cette question dans le chat. Alors, Catherine, avons-nous une proposition de réponse? Je n'ai pas de proposition pour l'instant. Je ne sais pas si la classe a pu se mettre d'accord sur un nom. Eh bien, sans réponse de votre part, je vous propose de vous la donner. Eh bien, il s'agit de Yvonne Choquet-Bruhat. C'est la première femme à entrer à l'Académie des sciences en 1979 dans la section sciences mécaniques. Ni Marie Curie, donc, qui est physicienne et chimiste polonaise, première femme à obtenir le prix Nobel de physique en 1903 pour ses recherches sur les radiations, ni Claudie Aigneret, médecin rhumatologue de formation, puis spationaute et conseillère auprès du directeur général de l'Agence spatiale européenne, n'ont été admises dans cette assemblée. C'était donc Yvonne Choquet-Bruhat. Je vous repartage. Voilà, petit souci technique, je suis de retour avec vous. La réponse. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Ingrid, pas de problème. Ok, merci. J'ai bug technique. Alors, question suivante dans notre quiz. On va parler de Marie Anderson. Elle a inventé. Voilà. Marie Anderson, elle a inventé en 1903 un outil très pratique que nous utilisons au quotidien, tous les jours, surtout nous dans notre région d'ailleurs. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Un essuie-glace, un parapluie ou la matière imperméable? Je vous propose de répondre dans le chat à cette question. Alors, réponse de la classe imperméable. Eh bien, c'est perdu. La bonne réponse, c'est l'essuie-glace automatique. Marie Anderson, qui est ingénieure automobile, remarque dans les rues de New York que les conducteurs n'arrêtent constamment de nettoyer leur pare-brise à cause de la pluie, de la neige, etc. Elle a donc l'idée d'inventer un balai automatique et dépose un brevet pour son balai en même temps que Robert Douglas et John Upjohn. Seul le sien est breveté. Voilà. Question suivante. Eddie
Lamar, qui est une femme, est à l'origine d'un système que nous utilisons beaucoup aujourd'hui. Lequel est-il? Donc le Wi-Fi, le micro-ondes, la radio. Quel est votre avis là-dessus? Le micro-ondes, eh bien, c'est encore perdu. Et la bonne réponse, c'est le Wi-Fi. En fait, Eddie Lamar, c'est une actrice et une productrice de cinéma autrichienne qui a inventé en 1941 un système de communication sans fil, le Spectrum. Ouais, quel accent, je sais. C'est l'ancêtre de notre Wi-Fi actuel. Et le Spectrum est le point d'entrée des technologies sans fil qui en résulteront. Donc, le Wi-Fi, le Bluetooth, tout ça, voilà, c'était leur ancêtre. Alors, question suivante. Quel scientifique est à l'origine du premier algorithme informatique? Premier algorithme informatique, je vous propose Joséphine Cochrane, Ada Lovelace ou Lisa Meitner. Voilà, vous avez peut-être des indications dans leur date de naissance et de mort. Peut-être ça peut vous aider à choisir votre réponse. Alors, votre réponse est Cochrane. Eh bien non, c'est Ada Lovelace. C'est une pionnière de l'informatique. Elle est principalement connue pour avoir réalisé donc le premier algorithme informatique lors de son travail sur un ancêtre de l'ordinateur, ce qu'on appelait la machine analytique de Charles Babbage. Et donc voilà, c'est Ada Lovelace, c'est l'inventrice de l'ordinateur. Et Joséphine Cochrane, elle est inventrice du premier lave-vaisselle en 1886. Et Lisa Meitner, elle est renommée pour ses travaux sur la radioactivité et la physique nucléaire. Alors, quel est le nom de cette femme qui a œuvré à la découverte de la structure de l'ADN? Alors, derrière ce visage, qui se cache? Rosalind Franklin, Gertie Cori ou Irène Joliot-Curie? Donc, elle a découvert la structure de l'ADN. Quelle est votre réponse? Eh bien, la bonne réponse est... Pas de proposition? La bonne réponse est Rosalind Franklin. C'est une biologiste dont les clichés ont permis d'identifier dans les années 50 la structure en double hélice de l'ADN. Vous savez, quand on a cette image-là, on voit cette espèce d'hélice qui tourne. Donc, elle sera pourtant écartée de cette découverte. Et oui, seuls ses collègues masculins, Watson et Crick, recevront le prix Nobel associé à ces recherches en 1962. Malheureusement, l'Agence spatiale européenne a décidé de donner son nom au prochain rover qui ira explorer Mars afin de lui rendre hommage. Prochaine question. Nous allons parler de Françoise Barré-Sinoussi. Quel virus a-t-elle découvert? Donc, Françoise Barré-Sinoussi, est-ce qu'elle a découvert le virus Ebola? Est-ce qu'elle a découvert le VIH, le sida?
est-ce qu'elle a découvert le Covid-19? Alors, avons-nous déjà entendu ce nom? Votre réponse est Ebola dans le chat. Eh bien, non. Eh bien non, désolé, la bonne réponse était le VIH, le sida, parce qu'en fait, Françoise Barré-Sinoussi, elle est rétrovirologiste et elle a reçu le prix Nobel de la médecine en 2008 pour la découverte du virus du sida. Alors, elle a ses travaux avec Luc Montagnier et elle est présidente de l'association SIDAction depuis novembre 2017. Elle a été récompensée par l'Institut Pasteur pour son travail sur le virus du VIH. Prochaine question. Quel est le pourcentage de femmes parmi les membres actuels de l'Académie des sciences pour l'ensemble des sections concernant la physique? Alors, à l'Académie des sciences, quel pourcentage de femmes? Est-ce qu'il y a 2% de femmes? Est-ce qu'il y a 10% de femmes? Est-ce qu'il y a 23% de femmes? Dans les trois cas, vous voyez qu'on est loin d'une égalité. Alors, votre réponse dans le chat. Bien, la bonne réponse. Bravo! Elle est bien de 10%. 10% de femmes à l'Académie des sciences, comme vous le constatez, c'est très, 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 très peu. Prochaine question. Alors, quelle affirmation est vraie? Une chance sur deux. Hein. Grace Hopper est la première femme à avoir piloté un avion durant la guerre de Corée. Grace Hopper a créé le terme bug après avoir découvert qu'un véritable insecte, un bug, avait causé une panne informatique. Selon vous, quelle est l'affirmation qui est exacte? Alors, conduire un avion, créer le mot bug, eh bien, bravo. Bravo, c'est la bonne réponse, l'affirmation numéro 2. Grace Hopper, elle a conçu le premier compilateur en 1951 et le langage COBOL. Cette informaticienne a créé le terme bug après avoir retiré un insecte, parce que bug ça veut dire insecte, après avoir retiré un insecte qui avait causé une panne dans l'ordinateur qu'elle avait. Elle a alors écrit dans son journal, bon, je ne vais pas vous le dire en anglais parce que vous allez être encore épaté de mon accent incroyable, mais que voilà, la panne avait été due à cet insecte, le bug. Donc le terme bug tire vraiment son nom d'origine dans le mot insecte. Prochaine question. Est-ce qu'une femme, alors là c'est pareil, une chance sur deux, hein. Est-ce qu'une femme a déjà volé dans l'espace? Est-ce que ça existe les astronautes femmes, les spationautes? Vrai, faux, vrai. Eh bien, bravo! Encore une bonne réponse. C'est vrai. En 1963, la première femme que vous voyez là en photo, qui s'appelle Valentina Tereshkova, ouais, c'est moins facile, a volé dans l'espace. C'est une parachutiste amatrice, mais qui a effectué 90 sauts avant sa formation spatiale. Et c'est l'unique femme au monde à avoir volé en solitaire. Donc voilà, cette incroyable carrière dans l'espace est partie d'une passion sportive pour le saut en parachute. Prochaine question, on va parler de Jocelyn Bell Burner. C'est une étudiante en sciences à Cambridge et elle a vécu une injustice dans sa carrière professionnelle. À votre avis, quelle était cette injustice? Une chance sur deux. Le prix Nobel de physique lui a échappé ou on lui a interdit de passer sa thèse et donc de valider un niveau de thèse à l'université.
À votre avis, quelle est la bonne réponse à cette question? On lui a interdit de passer sa thèse, c'est votre réponse. Eh bien non, c'était une mauvaise réponse. La bonne réponse, c'est le prix Nobel qui lui a échappé parce que Jocelyn Bell Burner, elle, en fait, quand elle était étudiante en 1967 à Cambridge, elle a découvert un pulsar. Un pulsar, c'est un objet astronomique qui émet un fort rayonnement électromagnétique. Plus précisément, c'est un reste d'étoile qui résulte d'une supernova. Bon. Comme le comité Nobel ne récompense pas les élèves, mais les directeurs de thèse, eh bien, le prix Nobel lui a échappé. Et devinez à qui il est revenu? Eh bien, à son directeur de thèse, un homme. Voilà. Jocelyn Bale n'est pas la seule, hein, n'est pas la seule à qui s'est fait déposséder de ses découvertes. Hein. Bien d'autres scientifiques femmes ont été dépossédées et n'ont pas été récompensées à la hauteur de leur découverte. On appelle ça le phénomène, l'effet Matilda. Et bien maintenant, je vous remercie d'avoir participé à ce quiz, à répondre à ces questions. Je vous propose qu'on passe au second temps de ce webinaire, qui est un temps d'échange avec notre ambassadrice. Donc, je vous rappelle que nous accueillons Morgane Legendre. Morgane Legendre qui est une jeune femme qui a fait son parcours de formation, son parcours professionnel dans le domaine scientifique et qui a eu des postes différents. Je vous propose qu'on prenne un temps d'échange avec elle pour faire connaissance des différents métiers qu'elle a exercés, de son parcours qui, vous allez voir, est surprenant. On passe du cheval à l'agroalimentaire et l'agroalimentaire à l'enseignement. Elle va nous parler bien sûr de son poste actuel. Elle va nous parler des postes qu'elle a exercés avant et puis aussi de son parcours de formation qui est vraiment surprenant. Et puis, vous pourrez évidemment lui poser des questions. Utilisez le chat pour pouvoir poser vos questions. N'attendez pas la fin. N'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions à Madame Legendre. Rebonjour Madame Legendre. Bonjour. Alors, de nouveau, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints pour échanger. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre métier aujourd'hui? Quel est votre poste actuel? Oui, alors aujourd'hui, je suis enseignante dans un lycée agricole. Ok, Donc enseignante en sciences alimentaires. d'accord. Donc en sciences alimentaires. Ok. Certainement pour les métiers liés à l'agroalimentaire, pour des formations C'est ça, en ligne. on forme des jeunes au métier de l'agroalimentaire et du laboratoire. Très bien, très très bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes arrivée à devenir enseignante en sciences agroalimentaires? Quel a été votre parcours? Moi, j'ai envie de vous poser la première question. Est-ce que vous avez toujours voulu travailler dans les sciences? Alors, les sciences, ça m'a toujours attirée. De là à avoir toujours voulu travailler dans les sciences, non, je ne peux pas dire que c'était un souhait dès le début. Par contre, travailler dans l'enseignement, de préférence scientifique, était un souhait à l'origine. Alors, il me semble que vos premiers choix, ils ont été vers vos loisirs, vers votre passion, euh, vers ce qui vous animait en dehors de l'école. Et je crois que vous êtes même parti vous former dans ce métier-là, il me semble. Tout à fait. À la base, j'ai réalisé un parcours professionnel, donc un BEP et un bac pro agricole, spécialisé dans les métiers du cheval. Après avoir fait une seconde générale, je me suis réorientée en fait vers ces filières-là. Au cours de ces 4 ans, j'ai pu faire différents stages qui m'ont permis de décider et de me positionner quant à mon avenir dans la profession ou pas. Donc j'ai décidé de mettre de côté la passion du cheval en tant que passion et de prendre une autre option pour mon métier. Et je me suis orientée vers le domaine de l'agroalimentaire. L'idée Alors, était de... votre premier diplôme, il était dans le monde du cheval, il me semble. Oui, tout à fait. Un bac pro
dans l'élevage et la valorisation du cheval, avec comme objectif à ce moment-là de devenir monitrice d'équitation, notamment. Et voilà, c'est un choix qui a été revu ensuite à l'issue du bac. D'accord. Et donc après votre bac pro, vous avez décidé de ne pas continuer dans le monde du cheval, mais quand même d'aller dans un domaine un peu voisin, Oui, qui était plutôt agricole. voilà. Le secteur du cheval, le secteur de l'agroalimentaire étant plus ou moins directement en lien avec l'agriculture, mon souhait était de ne pas trop m'éloigner du secteur agricole. Et l'agroalimentaire m'a semblé être une bonne alternative. J'ai voulu tester. Hein. Quand on s'engage dans une filière, on ne sait pas toujours, on la découvre aussi en l'étudiant. Donc voilà, je me suis inscrite sur un BTS en fait, sciences et technologies des aliments, il y a une dizaine d'années maintenant, donc pour découvrir le secteur de l'agroalimentaire. Et il se trouve que ça m'a plu. Donc j'ai continué après ce BTS Attendez, vers pause. oui, Petite question, parce que je me dis que peut-être les élèves derrière leur écran, quand on parle oui, d'agroalimentaire, peut-être ils savent pas trop oui. ce que ça veut dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est l'agroalimentaire et du coup on est dans même l'industrie agroalimentaire, enfin après, mais en tout cas voilà, si vous voulez bien nous préciser. Oui, donc l'agroalimentaire, c'est un secteur industriel qui a pour objectif en fait de transformer toutes les matières premières issues de l'agriculture, donc aussi bien des productions animales que des productions végétales, donc en produits finis qu'on consomme tous les jours en tant que consommateurs. Et donc dans la filière agroalimentaire, on peut retrouver vraiment énormément de domaines de par les produits, aussi bien des produits sucrés, salés, solides, liquides, à destination des humains, mais aussi des animaux, par exemple. Et donc voilà pour les grands domaines de l'agroalimentaire, mais les métiers aussi sont très variés, puisqu'on peut retrouver les métiers de la production, mais aussi les métiers du contrôle de la qualité sanitaire. On peut aussi retrouver les métiers de développement de nouveaux produits, d'innovation. Il y a aussi une partie génie industriel, puisqu'on travaille avec des machines sur des lignes de production. Donc voilà, le domaine agroalimentaire offre une diversité de métiers et de domaines d'activité très large. Merci beaucoup. Donc du coup vous avez fait ce lien entre le monde du cheval agricole qui est voisin, de l'agriculture assez proche de l'agroalimentaire, puisque ce qu'on produit en agriculture, on va le transformer dans l'agroalimentaire pour pouvoir ensuite le vendre euh, sorti des usines oui, des usines, on va dire. Oui, Et donc, ok, eh bien, vous êtes parti à ce moment-là après votre bac dans un BTS alors. c'est ça, un BTS sciences et technologies des aliments. Où Ok. en fait, pour faire un petit peu plus le lien avec le cheval et l'agroalimentaire, je m'étais dit bah, peut-être que je peux travailler pour une entreprise qui fabriquerait éventuellement des aliments pour chevaux à la base ou pour animaux. Et voilà, le lien était plus là dans un premier temps. Et dans le cadre de mon BTS STA, donc j'ai fait mon stage dans une entreprise qui fabriquait des aliments pour animaux de compagnie, Nestlé Purina. Donc j'ai pu découvrir l'alimentation pour les chiens et les chats, notamment. D'accord, donc le stage vous a permis d'aller voir vraiment concrètement comment ça se passait. Oui, Euh, c'est ça, ok. Donc là, c'est bon, en gros, c'est les croquettes, quoi. croquettes, pâtés, friandises, etc. D'accord. Et donc, vous avez validé votre BTS. Tout à fait. Donc ce BTS, je l'ai validé là où j'enseigne aujourd'hui, hein, donc au lycée Sainte-Colette de Corbie. Et après, à l'issue de ce BTS, donc pendant lequel j'ai fait mon stage, à l'issue du stage, mon maître de stage à cette époque m'avait proposé de revenir pour un futur stage ou éventuellement un futur contrat en apprentissage. Et donc c'est là que je me suis intéressée en fait aux formations par apprentissage qui s'offraient à moi après un BTS, donc à orientation scientifique. Et j'ai découvert que on pouvait réaliser une école d'ingénieur en fait via la voie de l'apprentissage. Donc en fait, Nestlé Purina m'a offert l'opportunité de pouvoir réaliser mon école d'ingénieur en apprentissage Ouais, c'est que génial, j'ai ça. suivi. Voilà. Ouais, c'est génial parce que, en effet, c'est ce que je voulais préciser. Aujourd'hui,
quasiment la totalité des formations peuvent se réaliser par la voie de l'alternance et de l'apprentissage. Parce qu'on pense souvent au CAP ou au bac pro, mais en fait non, aujourd'hui, même les études supérieures, donc là, en l'occurrence, votre diplôme d'ingénieur, vous avez pu le faire en apprentissage, en alternance. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour ceux qui peut-être, pour les jeunes qui ne savent pas trop comment ça se passe, comment ça se passe, ça veut dire quoi être en apprentissage? Alors, être en apprentissage, bah, ça veut dire tout d'abord être étudiant, hein, c'est le premier poste, on va dire. Et en fait, on travaille pour une entreprise, donc on est à la fois salarié pour cette entreprise, qui est aussi là pour nous former sur le terrain. Et en parallèle de ça, on a aussi une scolarité dans un centre de formation à suivre. Et sur un rythme, on va dire, sur un mois, 1 ou 2 semaines en centre de formation et le reste du mois en entreprise. Donc ça permet en fait de pouvoir continuer ses études, de cumuler aussi une expérience professionnelle, de pouvoir nourrir son CV, développer ses compétences aussi bien en entreprise que sur le côté théorique en classe. Et voilà, enfin, c'est vraiment beaucoup d'avantages. Mmh. Alors c'est intéressant parce que je pense notamment à des élèves qui seraient en BTS. Si vous avez envie de continuer vos études au-delà du BTS, mais et que vous êtes aussi partagé avec cette envie de travailler, sachez que eh bien l'apprentissage il peut allier les deux, c'est-à-dire que on peut poursuivre des études pour essayer de valider un niveau supérieur et en même temps travailler par la voie de l'apprentissage, donc avoir un salaire, pouvoir être aussi indépendant et à la fin valider un diplôme. Donc c'est vraiment intéressant. Posez-vous vraiment la question de pouvoir continuer. Ça ouvre vraiment d'autres portes et d'autres opportunités. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette période où vous êtes en apprentissage pour préparer le diplôme d'ingénieur et où vous, du coup, travaillez chez Nestlé Purina, cette usine de croquettes dans la Somme? Oui, alors j'étais plus spécialement sur un site de recherche et développement, donc pour créer de nouveaux aliments pour les chats et les chiens. Donc sur cette expérience-là, j'ai alterné en fait sur des missions d'assistante de production, donc pour assister l'organisation de la production au jour le jour, les commandes des matières premières, l'organisation de la production en elle-même, etc. En fonction des besoins. Mais aussi, j'assistais aussi la partie qualité, mise en place des règles sanitaires dans l'atelier, etc. Donc sur les 3 ans, voilà, pour résumer en gros, mais en fait mes missions sur les 3 ans ont été très variées et très, très diversifiées. Et voilà en gros les 2 grands thèmes. Alors, Et est-ce que aussi, vous pouvez nous préciser un petit peu, parce que moi je me dis, si on n'est jamais rentré dans une usine, on ne sait pas ce que ça veut dire la production, en fait. Concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire de vos journées? Quel était vraiment votre rôle? En quoi il y avait une partie de scientifique dans votre travail? Enfin, est-ce qu'il y avait des choses à vérifier, et cetera? ben, les métiers de la production, enfin, c'est vraiment beaucoup de choses, mais ça peut se résumer au fait de visionner qu'il y ait des besoins qui sont commandés par des clients, ou là, pour le coup, c'était pour des chefs de projet qui développaient des nouveaux produits. Donc, il y a des ordres de fabrication qui sont émis, et donc pour pouvoir fabriquer, il faut qu'il y ait en amont l'approvisionnement des lignes qui soit pensé en commandant les bonnes matières premières, les bonnes quantités, Voilà. Alors, approvisionner des lignes, c'est des lignes de des production, lignes de c'est des fabrication. espaces où on va travailler, voilà. C'est ça. Et C'est ça. approvisionner, ça veut dire venir apporter les matières nécessaires pour pouvoir transformer après en croquettes, quoi. Tout à fait, aussi bien les matières premières, mais aussi les emballages. Il y a toute la partie respect de la réglementation, la traçabilité, l'hygiène, etc., qui est à gérer sur la ligne de fabrication. Avec l'équipe de fabrication, on a des opérateurs de fabrication qui conduisent les machines qui fabriquent. Donc après, sur la ligne, c'est faire en sorte que la ligne de fabrication fonctionne correctement, avec les bons rendements, sans temps d'arrêt, avec un produit de qualité, en respectant les standards qualité qui sont demandés. Oui, Contrôler donc les produits. du coup, je me dis autant pour l'hygiène que pour les standards de qualité, ça veut dire aussi faire des prélèvements, faire des tests. C'est euh, ça. ok. On va pouvoir définir nos contrôles qualité, par exemple, grâce aux statistiques. Les statistiques vont nous permettre de définir quels échantillons on va prendre, quelle est la taille de ces échantillons.
partir de quand est-ce qu'on considère que le produit n'est plus conforme. On va aussi avoir besoin des sciences, des mathématiques pour pouvoir calculer nos rendements de production, nos pertes, les optimiser ensuite. Voilà, un petit peu. Merci, oui, c'est un peu plus clair du coup pour nous. Et puis il y a aussi la partie sciences alimentaires, comprendre l'impact des paramètres de fabrication, de la température par exemple sur le produit, le taux d'humidité, le pH du produit va avoir un impact sur la texture, voilà, c'est très varié au niveau sciences sur ces lignes de fabrication. Oui, donc ça veut dire faire des prélèvements, faire des tests en laboratoire, expérimenter. Voilà, Oui, c'est ça, c'est des expériences même en laboratoire, quoi, oui, oui, oui. finalement. Ah oui, oui, Ok. tout à fait. Ok, très très bien. Et donc, du coup, vous avez été au bout de votre formation d'ingénieur, toujours en travaillant dans cette même structure. Oui, oui, et en parallèle, l'avantage des études supérieures aussi, c'est qu'on a l'opportunité d'avoir des expériences à l'étranger. Donc en plus de ces 3 ans, à 2 reprises, pendant quelques mois, j'ai pu partir aux États-Unis parce que j'ai trouvé de quoi aller en stage là-bas, mais ça peut être ailleurs aussi. Où j'ai pu découvrir la filière laitière, donc dans un premier temps en travaillant dans une ferme laitière biologique et dans un second temps en travaillant dans l'usine qui fabriquait transformait ce lait en fromage et yaourt. C'est génial. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, du coup, de pouvoir aller à l'étranger pour un stage? Oh bah plein de choses, hein. Sur le plan professionnel, la découverte d'une nouvelle filière, là cette fois-ci la filière laitière. Découvrir une nouvelle culture, développer aussi ma maîtrise de la langue anglaise, qui est un prérequis quand même, qu'on demande de plus en plus souvent quand on continue nos études et surtout en sciences. L'anglais est important. C'est très important. Donc voilà, c'était une très très belle expérience. Eh bien, si vous aussi, vous avez envie à un moment, dans le cadre de vos études, d'aller faire un stage à l'étranger, sachez que c'est possible. Et sachez aussi qu'à la région Hauts-de-France, vous pouvez avoir des aides financières pour pouvoir le faire, ce stage à l'étranger. Voilà, rapprochez-vous de la région. Ben, super. Et alors, du coup, est-ce que vous allez continuer à travailler ensuite pour cette entreprise après votre beau diplôme d'ingénieur? Alors, je n'ai pas pu continuer à travailler dans cette entreprise parce que, pour 2 raisons. Le poste que j'occupais, étant apprentie, je l'occupais pas à temps plein et je sortais de l'école, j'avais besoin d'un poste à temps plein, donc le besoin n'était pas aligné. Et puis, il y avait aussi, donc Nestlé Purina, c'est une entreprise internationale. Il y avait, sur les postes qu'ils proposaient, une demande de mobilité à l'international que je n'avais pas à ce moment-là. Donc, voilà, puis j'avais aussi envie d'aller voir autre chose. Donc, j'ai travaillé pendant ces 3 ans chez Nestlé. Et puis ensuite, j'ai pu faire ma deuxième expérience professionnelle dans le secteur de la viande cette fois-ci, dans le cadre de mon premier poste donc en tant qu'ingénieur, où est-ce que j'ai pu découvrir la fabrication des produits carnés et j'ai avec pour principale mission la gestion d'une petite équipe de production. Donc là, on est sur la transformation de la viande et puis donc avec tout ce qui va avec en termes aussi de qualité, d'hygiène. On Tout à est fait. et avec une équipe aussi de production, de transformation de la viande. Ok, très très bien. Alors, qu'est-ce que dans ces parce que je sais que c'est pas vos derniers métiers, mais dans ces métiers sur le terrain en entreprise, quelles ont été les particularités, enfin, en tout cas, qu'est-ce qui vous a plu dans ces métiers? Qu'est-ce que vous avez trouvé intéressant d'un point de vue scientifique? Qu'est-ce que vous avez aimé? Ou peut-être d'autres choses que scientifiques aussi, hein. Mmh. Ce qui m'attirait et ce qui me plaisait, c'est de comprendre le devenir en fait de ce qui est produit par le secteur agricole. De comprendre par exemple quand on produit de l'orge ou du blé dans un champ, eh bien comment est-ce que d'un grain d'orge ou d'un grain de blé, on arrive à une baguette de pain ou éventuellement à de la bière par exemple. Donc, et c'est les sciences qui nous expliquent tout ça. Donc c'est vraiment là l'attrait que j'ai pour les sciences spécialement alimentaires. Et puis, c'est apporter une transformation à ce qui est produit dans nos régions. Oui, Oui. du coup, je me dis que c'est vrai que certainement, avoir une nature curieuse, avoir envie de comprendre, c'est un atout pour travailler dans les métiers scientifiques.
tout à fait, tout à fait. Il faut aller chercher le pourquoi du comment et le comment du pourquoi, se poser des questions sans cesse, être curieux, sans limite en fait, hein. Pas se contenter d'une réponse et se poser à nouveau la question et pourquoi et pourquoi. Et du C'est coup, être scientifique, c'est curieux. ouais. Et du coup, ça n'est pas monotone parce qu'on ne fait pas toujours la même chose et on est obligé de se questionner pour trouver des solutions aux situations, quoi. C'est ça. C'est très varié. Une fois qu'entre guillemets une problématique est résolue, on peut redécouvrir un autre domaine scientifique, hein, c'est tellement varié. Mmh. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein, profitez-en parce que la fin approche. Euh, Donc, on est là pour y répondre, évidemment, hein. Madame Legendre est à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, moi, j'en ai une, du coup, puisqu'il n'y en a pas encore pour l'instant dans le chat. Madame Legendre, aujourd'hui, vous nous avez dit que vous étiez enseignante dans un lycée agricole qui est spécialisé dans l'agroalimentaire. Comment vous en êtes arrivée donc à l'industrie agroalimentaire à devenir enseignante? Oui. Alors, depuis le début, j'avais une attirance pour les métiers de l'enseignement, de la formation. Et donc, lorsque je suis sortie de mon école d'ingénieur, dans le cadre de ma recherche d'emploi, j'avais envoyé pas mal de candidatures spontanées, dont une dans le lycée où j'avais pu réaliser mon BTS quelques années auparavant. Et on m'a rappelé quelques mois après cet envoi de candidature, donc pas dans l'immédiat, pour me dire que la candidature avait bien été reçue, mais qu'il n'y avait pas de besoin au moment de la réception, mais que pour la rentrée prochaine, il y avait un besoin d'une enseignante sur les matières professionnelles, donc le génie alimentaire notamment. Et après avoir passé les entretiens et être retenue pour ce poste, j'ai donc mis fin à mon contrat dans le secteur de l'industrie et je suis devenue enseignante parce que c'est une des fonctions que je voulais retrouver dans ma profession aujourd'hui. Alors aujourd'hui, votre métier d'enseignante, est-ce qu'on peut considérer qu'il est toujours dans le domaine scientifique? Oui, tout à fait, parce que j'enseigne tous les jours en laboratoire, notamment à mes élèves en travaux pratiques, en TP, la fabrication des aliments et tout ce qui gravite autour de ce sujet-là. Donc, Hmm. la matière que j'enseigne, c'est les sciences alimentaires. Donc oui, aujourd'hui, j'ai encore les sciences aussi qui sont bien présentes sur les projets qu'on peut mener avec mes élèves, sur le développement de produits innovants, par exemple, de nouveaux produits. C'est calculer les ingrédients qu'il nous faut, les recettes qu'il nous faut, organiser une production, etc. Hmm. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est un métier dans lequel vous vous sentez bien? Enfin, en tout cas, euh, est-ce que c'est un métier qui est épanouissant pour vous aujourd'hui? Oui, c'est un métier qui est épanouissant parce que j'ai le côté scientifique avec lequel je suis toujours en contact et qui m'intéresse. Et puis j'ai cette fonction d'enseignante, cette fonction de transmettre qui m'anime personnellement. Donc oui, je suis assez épanouie dans mon poste aujourd'hui. Hmm. Et vous êtes du coup dans un lycée aujourd'hui qui forme à des métiers scientifiques et des métiers de l'industrie agroalimentaire dans la Somme, il me semble, hein. C'est ça, tout à fait. Donc le lycée Sainte-Colette de Corbie, où est-ce qu'on forme au métier de l'agroalimentaire, mais aussi du laboratoire, donc de la troisième jusqu'à la licence. Donc D'accord. avec un niveau bac pro, un niveau BTS, un niveau bac général, enfin un bac technologique, pardon, et un BTS, deux BTS dans chacune des filières et une licence aussi en qualité des aliments. Donc D'accord. par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage. Et moi, j'ai une question. Est-ce que quand on est une femme dans un domaine scientifique où elles sont moins représentées, est-ce qu'on est confronté à des difficultés particulières? Moi, personnellement, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières dans le cadre de mes formations, dans le cadre des formations que j'ai suivies dans mes classes, aussi bien en BTS qu'en école d'ingénieur, la parité était respectée, hein, on était autant de femmes que d'hommes. Et après, dans le secteur de l'industrie agroalimentaire, par exemple, pour, ça dépend des entreprises, mais on peut avoir des équipes que de femmes, par exemple, comme celle que j'ai pu avec laquelle j'ai pu travailler dans le secteur de la viande. Pour le coup, les hommes et les femmes sont assez représentés dans les deux, dans le domaine de l'agroalimentaire, des sciences alimentaires en tout cas. Hmm. Ouais, donc chacun a sa place, c'est une bonne nouvelle. Super. Est-ce que dans le chat, vous souhaitez poser d'autres questions à notre ambassadrice? N'hésitez pas.
Alors, moi, j'ai une question quand même, parce que on parle des sciences, on parle de l'agroalimentaire. Est-ce que dans l'agroalimentaire, on gagne correctement sa vie, par exemple? Oui, on peut gagner correctement sa vie. On est quand même sur un secteur industriel porteur, ou est-ce qui est porteur en termes d'emploi, où est-ce qu'on va fabriquer quand même énormément de denrées alimentaires. Donc oui, c'est un secteur sur lequel on peut gagner correctement sa vie, Mm. avec de belles possibilités d'évolution de carrière aussi. On peut Oui, c'est ça. commencer, Ouais. voilà, on peut commencer sur une ligne de fabrication, prendre la tête de cette ligne de fabrication en évoluant ensuite. Donc oui, oui. Oui, des belles possibilités d'évolution. Et puis, comme vous l'illustrez bien, la possibilité de changer d'entreprise, donc de produits finis. Oui, On peut aussi changer de poste. On peut faire des tout à métiers fait. très différents. Tout à fait. Ouais. Moi, si je prends l'exemple de mon école d'ingénieur, les collègues apprentis, ou même les apprentis aujourd'hui que je forme, hein, ils sont dans des entreprises très, très différentes, quoi. J'ai des Mm. personnes qui vont être dans la confiserie, d'autres qui vont être dans le secteur des boissons, d'autres qui vont être dans le secteur des produits de viennoiserie, par exemple. Enfin, c'est très varié. Produits laitiers, etc. Et puis aussi bien sur des circuits courts que des circuits longs, parce que là, c'est vrai qu'on a parlé pas mal de l'industrie, mais l'agroalimentaire, c'est aussi, et de plus en plus, les circuits courts, avec, on voit de plus en plus d'ateliers de fabrication qui renaissent dans les fermes, où les producteurs de matières premières vont aussi transformer eux-mêmes leurs matières premières, donc c'est aussi accompagner ces producteurs-là par rapport à la mise en place de la réglementation, etc. Mm. Ouais, c'est vraiment très intéressant, très varié. On voit que les domaines scientifiques, alors là, on est très large quand on dit les domaines scientifiques, mais en tout cas, là, en précisant l'agroalimentaire, on a donc on a un marché qui est porteur d'emploi, donc ça veut dire que si on est formé, eh bien, on aura peu de difficultés, voire pas de difficultés à trouver du travail, des possibilités d'évolution de carrière et donc d'évolution de salaire. Et puis aussi des possibilités de changement de poste, de changement de produit, d'entreprise. Enfin voilà, ça bouge quoi. Tout à fait. Alors moi j'ai une dernière question, à moins que les jeunes en posent d'autres. Si vous aviez un conseil à donner, particulièrement à une jeune femme, mais globalement à tout le monde, pour s'épanouir dans le domaine scientifique, dans les domaines scientifiques, quels seraient vos conseils? Ben, c'est une question large, hein. Mais si Alors, aujourd'hui une jeune fille se présentait devant vous, une personne se présentait devant vous et vous disait, je suis intéressée par les métiers scientifiques, qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme conseil, comme petit conseil? en termes de parcours scolaire, déjà dans un premier temps, bah, c'est de se donner, enfin, c'est la multiplication des petits objectifs qui vont créer notre parcours, quoi. Donc c'est déjà bah, se donner comme objectif diplôme par diplôme et puis de pouvoir gravir et éventuellement continuer ses études scientifiques comme ça, marche par marche, quoi. Mhm. Après mon BTS, j'avais pas spécialement dans un premier temps, idée de faire une école d'ingénieur derrière. À la sortie de mon école d'ingénieur, je ne pensais pas spécialement que j'allais pouvoir être enseignante un jour. Donc voilà, c'est vraiment se donner des objectifs au fur et à mesure. Et puis toujours dans la curiosité des sciences, être curieux de tout, ne pas hésiter aussi à discuter avec les personnes. Moi, c'est ça aussi qui a fait la tournure de mon parcours, hein, c'est que bah, on discute avec les gens, on entend des choses, on comprend des choses, ça nous donne des idées, ça nous ouvre des pistes de réflexion. Donc les sciences, c'est aussi être ouvert aux discussions et pouvoir tirer ce qu'on a tiré et rebondir dessus. Mhm. Mhm. Ouais, très très bien. Je voudrais simplement rajouter avant qu'on se quitte qu'on souhaite poursuivre dans le domaine scientifique ou qu'on souhaite poursuivre dans le commerce, les services ou l'agriculture. Euh, je vous invite vraiment à multiplier les rencontres et comme vous disiez, ça peut déclencher des choses, ça peut donner des opportunités. Donc, multiplier les rencontres, c'est aussi faire des stages. N'hésitez pas, en plus de vos stages, à aller faire des stages de découverte d'entreprise, de découverte de métiers. Et si vous souhaitez faire des stages pendant les vacances, pendant que votre organisme de formation, votre école est fermée,
eh bien, vous pouvez obtenir une convention de stage de la région Hauts-de-France pour aller découvrir des métiers pendant les vacances. Bref, c'est ça que je voulais vous dire. Testez, rencontrez des gens, soyez curieux, posez des questions, échangez pour mieux découvrir tous ces métiers qui pourraient vous intéresser et bien d'autres que nous ne connaissons pas. Merci beaucoup, Madame Legendre, d'avoir pris ce temps avec nous aujourd'hui d'échange, avec un parcours vraiment riche. Moi, j'en retiens aussi, en plus des rencontres, des stages, de l'apprentissage aussi, il n'y a pas qu'une façon de se former. La preuve, vous travaillez dans des métiers scientifiques et vous n'êtes pas passé par le schéma, j'allais dire, classique du bac général avec les options scientifiques. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'il y a plein de manières de se former et que, eh bien, on a le droit aussi de changer de direction et se réajuster et finalement, au fil des rencontres, de trouver ce qui nous intéresse. Merci à tous d'avoir participé à ce rendez-vous de Proche Orientation consacré aux métiers scientifiques et à la place des femmes dans les carrières scientifiques. C'est avec grand plaisir que nous avons partagé ce moment ensemble. Je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous de Proche Orientation. Bon après-midi à tous, au revoir.